Décembre 1943, un train de ravitaillement allemand traverse en trombe la France occupée, transportant des munitions, des fournitures médicales et des uniformes divers pour le front de l'Est. Le conducteur de la locomotive enfourne du charbon dans le foyer, ignorant que caché parmi les morceaux noirs dans son tender se trouve une bombe. À 2h47 du matin, l'explosion déchire la chaudière. Le métal se déchire comme du papier. Le conducteur meurt instantanément. 17 wagons de marchandises déraillent. 300 tonnes de fournitures destinées à Stalingrad brûlent dans la neige. Les Allemands enquêtent. Ils trouvent du charbon éparpillé partout. Juste du charbon, rien de suspect. Aucune preuve de sabotage, aucun détonateur, aucune minuterie, juste une malheureuse explosion de chaudière. Ils classent tout belle affaire comme défaillance mécanique. Ils n'ont aucune idée de ce qui vient de se passer. Et plus important encore, ils n'ont aucune idée que cela va se reproduire, encore et encore et encore. À la fin de la guerre, cette arme invisible aura détruit plus de 1000 locomotives allemandes. Elle perturbera les lignes d'approvisionnement à travers l'Europe occupée. Elle causera un chaos que les ingénieurs allemands ne peuvent expliquer, et l'arme ressemble exactement à un morceau de charbon. Voici l'histoire de l'un des outils de sabotage les plus ingénieux jamais créés. Une arme si simple, si parfaitement déguisée que l'ennemi pouvait la tenir dans ses mains sans jamais savoir qu'il était sur le point de mourir. Voici l'histoire du charbon explosif. Pour comprendre pourquoi cette arme était si dévastatrice, vous devez comprendre la machine de guerre allemande en 1942. Et plus précisément, vous devez comprendre une vulnérabilité critique que les Alliés étaient désespérés d'exploiter. La logistique. Tout le monde parle des chars. Et tout le monde parle des Messerschmitt et des U-Boot et des divisions Panzer. Mais les guerres ne se gagnent pas avec les chars seuls. Les guerres se gagnent grâce aux trains qui livrent le carburant à ces chars. Grâce aux locomotives qui transportent les munitions vers les lignes de front, grâce aux moteurs à charbon qui déplacent la nourriture, les fournitures médicales, les vêtements d'hiver, les pièces de rechange et tout ce dont une armée a besoin pour survivre. En 1942, l'Allemagne nazie contrôlait le plus grand réseau ferroviaire de l'histoire. Plus de 300 000 km de voies s'étendant de la côte atlantique aux portes de Moscou. Chaque jour, des milliers de locomotives transportaient des fournitures vers l'Est pour nourrir la faim sans fin du front de l'Est. Et chacune de ces locomotives fonctionnait au charbon, la vapeur, colonne vertébrale du réseau logistique allemand, fiable, abondante partout. Le charbon était empilé dans des tenders massifs derrière chaque locomotive, des dépôts de charbon parsemés à chaque nœud ferroviaire. Le charbon était stocké dans des dépôts, des gares de triage. C'était le sang vital du système de transport du Reich, et le Special Operations Executive de Winston Churchill, le SOE, réalisa quelque chose. Si le charbon était partout, complètement ordinaire, totalement banal, alors le charbon était le déguisement parfait. Londres, 1941, un bâtiment anonyme sur Baker Street. C'est la station 15, l'un des ateliers de recherche et développement du SOE. Les hommes qui travaillent ici ne sont pas des soldats. Ce sont des chimistes, des ingénieurs, des inventeurs. Leur travail consiste à créer des armes qui ne ressemblent pas à des armes. Des dispositifs qui peuvent passer devant les gardes, franchir les points de contrôle, pénétrer au cœur du territoire ennemi sans éveiller les soupçons. L'un de ces inventeurs est un homme nommé Stuart McCrae. McCrae se spécialise dans le camouflage. Pas celui que l'on porte, celui dans lequel on se cache. Il a déjà conçu des rats explosifs, des bouteilles de vin piégées et des mallettes qui explosent à l'ouverture. Maintenant, il a une nouvelle mission, créer un dispositif capable de détruire une locomotive de l'intérieur, quelque chose que les combattants de la résistance peuvent placer dans les approvisionnements de charbon allemand. Quelque chose qui semble si convaincant, si parfaitement ordinaire, que même les cheminots entraînés ne le remarqueront jamais. McCrae commence à expérimenter. Le concept est brutalement simple. Prendre un morceau de charbon, le creuser, le remplir d'explosifs plastiques, le sceller, le peindre, le rendre identique au vrai charbon, puis le placer dans un dépôt de charbon, un tender, un bunker de stockage, partout où les Allemands conservent du combustible. Finalement, un cheminot l'enfourne dans un foyer, le feu de la locomotive chauffe le faux charbon. L'explosif à l'intérieur atteint la température de détonation et la chaudière explose de l'intérieur.
mais le faire fonctionner est plus difficile qu'il n'y paraît. Le vrai charbon n'est pas uniforme. Chaque morceau est différent, taille différente, forme différente, couleur différente. Certains morceaux sont de l'anthracite noir brillant, d'autres sont du lignite brun terne. Certains ont des fissures, certains ont des empreintes de fossiles, certains brillants à d'humidité. Si le faux charbon semble même légèrement incorrect, un travailleur à l'œil aiguisé pourrait le remarquer, pourrait le jeter de côté, pourrait le signaler. Toute l'opération serait compromise. McRae a besoin de perfection. Il commence à collecter de vrais échantillons de charbon à travers l'Europe. Les services de renseignement britanniques font passer clandestinement des morceaux de France, de Belgique, de Hollande, de Pologne. McRae les étudie au microscope. Il apprend la texture, le poids, la densité, les variations de couleurs. Puis il commence à créer des moules. Il prend de vrais morceaux de charbon et fait des moulages en plâtre. Chaque moule capture chaque fissure, chaque imperfection de surface, chaque détail. Il expérimente différents matériaux pour la coquille, plâtre, résine, poussière de charbon compressée mélangée à des agents liants. À l'intérieur, il place de l'explosif plastique Nobel 808. C'est crucial. Le Nobel 808 est stable. Il n'explosera pas sous le choc ou l'impact. Il n'explosera que lorsqu'il sera chauffé à environ 160 degrés Celsius, exactement la température à l'intérieur d'un foyer de locomotive. Il teste le mécanisme de détonation. Un morceau de faux charbon est placé dans un four. La température monte à 158 degrés. Rien ne se passe. À 162 degrés, l'explosion est catastrophique. La porte du four traverse l'atelier. Des fragments de métal se fixent dans le plafond. Parfait. Vient maintenant le déguisement. L'équipe de McRae peint à la main chaque morceau de faux charbon. Peinture noire mélangée à de la poussière de charbon pour la texture. Stries irrégulières de brun pour le réalisme. Certains morceaux reçoivent un éclat brillant, d'autres sont laissés mat. Chacun est unique. Chacun est une minuscule œuvre d'art trompeuse. La touche finale est le poids. Le vrai charbon a une densité spécifique. Trop léger et le faux semble incorrect dans la main. Trop lourd et il s'enfonce différemment dans un tas. McRae ajuste le rapport entre l'explosif et le matériau de la coquille jusqu'à ce que le poids corresponde presque parfaitement au charbon naturel. Au début de 1942, l'arme est prête. Le SOE lui donne une désignation officielle, le seau à charbon, mais les agents sur le terrain l'appellent simplement ce qu'elle est. Du charbon explosif, la production commence. Des centaines de faux morceaux sont fabriqués chaque semaine dans les ateliers du SOE. Chaque lot est personnalisé pour des régions spécifiques. Du charbon français pour les opérations en France, du charbon polonais pour le sabotage en Pologne, du charbon belge pour la perturbation ferroviaire en Belgique. Mais fabriquer l'arme n'est que la moitié du défi. Maintenant, le SOE doit l'introduire en territoire ennemi. Et plus important encore, ils doivent l'introduire dans les approvisionnements de charbon allemand sans que personne ne le remarque. C'est là qu'intervient la résistance française. France occupée 1942. Les chemins de fer sont contrôlés par les Allemands, mais les travailleurs sont français. Cheminots, ouvriers des dépôts de charbon, directeurs de dépôts, équipes de maintenance. Beaucoup d'entre eux détestent l'occupation. Beaucoup d'entre eux sont prêts à risquer leur vie pour riposter. Des agents du SOE sont parachutés en France avec de petites caches de charbon explosif, généralement 20 à 30 morceaux par largage. Les agents prennent contact avec les cellules de résistance. Ils expliquent et qu'est l'arme. Ils démontrent comment elle fonctionne. Ils donnent des instructions strictes. Ne placez pas le charbon directement dans une locomotive, c'est trop évident, trop traçable. Au lieu de cela, dispersez-le dans des tas de charbon dans les dépôts ferroviaires. Mélangez-le avec du vrai charbon dans les bunkers de stockage. Laissez tomber quelques morceaux dans les tenders quand les gardes ne regardent pas. Laissez le charbon circuler naturellement dans le système logistique. La beauté de cette approche est le déni plausible. Quand une locomotive explose, les Allemands enquêteront, mais ils ne trouveront aucun saboteur, aucun fil, aucune minuterie, aucun détonateur, juste du charbon. Et le charbon est partout. Comment peut-on retracer un morceau de charbon jusqu'à une source spécifique ? Le premier succès documenté se produit en mars 1942. Un train de munitions allemand explose à l'extérieur de Lyon. La chaudière de la locomotive se déchire.
L'explosion enflamme les munitions dans les wagons de marchandises. L'explosion est si puissante qu'elle détruit une section de voie et tue 12 soldats. Les enquêteurs allemands passent au peigne fin les décombres. Ils concluent qu'il s'agissait d'une valve de chaudière défectueuse. Le rapport classe l'incident comme défaillance mécanique. 2 semaines plus tard, une autre explosion, cette fois près de Rouen. Une locomotive de transport de troupes explose en sortant de la gare. Le conducteur et le chauffeur sont tués instantanément. Le train déraille. 200 soldats sont bloqués pendant 6 heures pendant que les ingénieurs réparent la voie. Encore une fois, les Allemands ne trouvent aucune preuve de sabotage. Encore une fois, ils blâment une défaillance d'équipement. À l'été 1942, des rapports arrivent de toute l'Europe occupée. Belgique, Hollande, Danemark, Norvège, Pologne. Partout, la résistance a accès aux approvisionnements de charbon. Les locomotives explosent mystérieusement. Les Allemands commencent à remarquer un schéma, mais ils ne peuvent identifier la cause. Certains officiers soupçonnent un sabotage, mais comment? La sécurité ferroviaire est stricte. Des gardes patrouillent les dépôts de charbon. Des informateurs surveillent les activités suspectes. Pourtant, les explosions continuent. En août 1942, les responsables ferroviaires allemands émettent une directive. Tout le charbon livré aux trains militaires doit être inspecté. Les travailleurs reçoivent l'ordre d'examiner visuellement chaque morceau avant qu'il n'entre dans un tender. Mais c'est impossible. Un seul tender de locomotive contient 8 à 10 tonnes de charbon. Cela représente des milliers de morceaux individuels. Inspecter chaque pièce prendrait des heures. Les chemins de fer s'arrêteraient net, donc les inspections sont sommaires au mieux. Les travailleurs jettent un coup d'œil au charbon. Ils cherchent en quelque chose d'évidemment incorrect, mais le charbon explosif semble exactement correct. Ils passent tous les contrôles visuels. Le sabotage continue. Fin 1942, le SOE élargit le programme. Le charbon explosif est maintenant largué au réseau de résistance en Italie, en Yougoslavie, en Grèce. Partout où les Allemands dépendent de locomotives à charbon, l'arme est déployée. Certaines cellules de résistance font preuve de créativité. En France, un groupe de cheminots développe une technique qu'ils appellent les raids de bombardement au charbon. Tard dans la nuit, ils conduisent un camion jusqu'à un dépôt ferroviaire. Ils dispersent 50 morceaux de charbon explosif à travers plusieurs tas de charbon en moins de 10 minutes. Puis, ils disparaissent. Au cours des semaines suivantes, les locomotives explosent au hasard, alors que le charbon contaminé circule dans le système. En Pologne, les combattants de la résistance soudoient les superviseurs des dépôts de charbon pour qu'ils détournent le regard, pendant qu'ils plantent des morceaux explosifs dans les stocks destinés aux lignes d'approvisionnement du front de l'Est. Les trains explosent profondément à l'intérieur du territoire soviétique occupé, à des centaines de kilomètres de l'endroit où le sabotage s'est produit. Les Allemands perdent des locomotives plus vite qu'ils ne peuvent les remplacer. Chaque moteur détruit signifie des fournitures retardées, des renforts retardés, des évacuations retardées de soldats blessés. L'effet cumulatif est dévastateur, mais l'arme a un autre impact psychologique que le SOE n'avait pas anticipé, la paranoïa. Les cheminots allemands commencent à craindre le charbon lui-même. Les équipes de locomotives commencent à refuser d'enfourner le combustible. Certains ingénieurs exigent que chaque morceau soit brisé et inspecté avant d'entrer dans le foyer. Cela ralentit encore davantage les opérations. Dans certaines régions, les commandants allemands ordonnent que tous les approvisionnements de charbon soient baissés ou vidés et remplacés par des stocks vérifiés provenant de mines allemandes. Mais c'est logistiquement impossible. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre, pas assez de camions, pas assez de temps. La peur se propage. En 1943, il y a des rapports de chauffeurs allemands jetant des charges entières de charbon hors des tenders, refusant d'utiliser du combustible auquel ils ne font pas confiance. Les trains restent immobiles, les horaires s'effondrent et les explosions continuent. L'une des opérations les plus réussies se produit au Danemark, occupé au début de 1943. Une cellule de résistance danoise acquiert 60 morceaux de charbon explosif lors d'un largage du SOE. Il plante le charbon dans un stock au dépôt ferroviaire de Copenhague. Au cours des 2 mois suivants, 9 locomotives allemandes explosent. Le système ferroviaire au Danemark s'arrête essentiellement.
Les Allemands sont forcés de détourner les trains par la Suède, ajoutant des jours au calendrier de livraison. La résistance danoise répète l'opération, encore 60 morceaux, une autre vague d'explosions. À la mi-1943, les commandants allemands au Danemark demandent des trains blindés parce qu'ils ne font plus confiance aux locomotives standards. Mais l'arme n'est pas parfaite, il y a des échecs. Parfois, l'explosif n'explose pas. Parfois, les combattants de la résistance sont pris en train de planter le charbon et exécutés. Parfois, les faux morceaux sont découverts avant d'atteindre un foyer. Dans un incident en Belgique, un inspecteur ferroviaire allemand trouve un morceau de charbon suspect. Il semble légèrement incorrect. Il le casse avec un marteau. À l'intérieur, il trouve le noyau explosif. Tout le dépôt de charbon est immédiatement bouclé. Chaque morceau est inspecté. Des dizaines de morceaux explosifs sont découverts et retirés. Les Allemands émettent une nouvelle directive. Tout le charbon doit être brisé avant utilisation. Mais encore une fois, c'est impraticable. Briser 10 tonnes de charbon par locomotive est impossible. La directive est discrètement abandonnée après 2 semaines. En 1944, le SOE estime que le charbon explosif a détruit plus de 1000 locomotives. Ce nombre est probablement conservateur. De nombreuses explosions ne sont jamais signalées. Beaucoup sont attribués à d'autres causes. Le véritable bilan peut être considérablement plus élevé, mais l'impact va au-delà des chiffres bruts. L'arme force les Allemands à détourner des ressources. Le personnel de sécurité doit garder les dépôts de charbon. Les ingénieurs doivent inspecter les approvisionnements. Les locomotives de remplacement doivent être fabriquées et expédiées. Tout cela draine les ressources des lignes de front. Plus important encore, l'arme crée le chaos dans le réseau logistique allemand. Les trains sont retardés. Les fournitures n'arrivent pas à l'heure. Les commandants ne peuvent pas compter sur le transport ferroviaire. L'ensemble du système devient imprévisible. Et l'imprévisibilité en guerre est mortelle. Il y a une dernière tournure à cette histoire. Fin 1944, alors que les forces alliées avancent à travers l'Europe, elles commencent à capturer des documents allemands. Parmi ces documents se trouvent des rapports de renseignement sur le charbon explosif. Les rapports révèlent quelque chose de fascinant. Les Allemands connaissaient le charbon explosif dès la mi-1942. Ils avaient capturé des échantillons, ils avaient analysé la conception. Ils comprenaient exactement comment cela fonctionnait, mais ils ne pouvaient pas l'arrêter. Même avec une connaissance complète de l'arme, même avec des avertissements émis à chaque dépôt ferroviaire, même avec des inspections et des mesures de sécurité, le sabotage continuait parce que l'arme était trop simple, trop parfaitement camouflée, trop facile à déployer. On ne peut pas se protéger contre quelque chose qui ressemble exactement à la chose qu'on doit utiliser. Après la guerre, Stuart McCrae, l'inventeur du charbon explosif, a été interrogé pour savoir s'il était fier de sa création. Sa réponse était révélatrice. Il a dit qu'il n'était pas fier. Il était satisfait. Satisfait d'avoir créé une arme qui fonctionnait exactement comme prévu. Une arme qui causait une perturbation maximale avec un risque minimum pour les agents qui la déployaient. Le charbon explosif n'a jamais été glamour. Il n'a pas gagné de bataille, il n'a pas détruit d'armée. Mais il a fait quelque chose de plus insidieux. Il a corrodé la confiance, il a créé la peur, il a fait douter les Allemands de l'élément le plus basique de leur réseau logistique. Et ce faisant, il a aidé à gagner la guerre. Le faux charbon qui a détruit 1000 trains allemands n'était pas une arme miracle. Il n'était pas de haute technologie, il n'était pas sophistiqué. C'était juste un morceau de plâtre peint rempli d'explosifs. Mais parfois, les idées les plus simples sont les plus dévastatrices. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante, il y en a des dizaines d'autres comme celle-ci. Des armes déguisées en objets du quotidien, des opérations de sabotage qui ont paralysé la machine de guerre nazie, des missions secrètes qui ont changé le cours de l'histoire. Et la plupart d'entre elles, vous n'en avez jamais entendu parler.